à ces journées francophones d'analyse bioénergétique ici à Bruxelles. Nous sommes très honorés et très heureux de votre présence. Donc le CA m'a demandé d'introduire ces journées. Alors, c'est quoi le programme? Alors le programme va tourner autour du thème des violences, des abus, des traumatismes et comment on peut proposer des réparations, que ce soit au niveau individuel ou au niveau, je dirais, plus sociétal, plus groupal. Donc, pour un petit peu voir toutes les facettes de cette réparation possible et aussi comprendre, déjà en premier, comprendre un peu plus ce traumatisme, et puis envisager les pistes de réparation. Nous avons différents intervenants, aujourd'hui et demain. Alors aujourd'hui, nous commencerons avec Violaine Declercq, qui est psychologue clinicienne, thérapeute d'analyse bioénergétique depuis une quarantaine d'années, qui est formatrice internationale, et aussi qui enseigne à la Haute École d'Avinci pour le certificat de psychologie humaniste ici à Bruxelles. Donc Violaine commencera par nous parler du trauma et de son expérience de soins du trauma. Ensuite, nous donnerons la parole à Thierry qui va lire un texte de Lucienne Spengler au sujet de la guérison par rapport à des abus qui auront eu lieu dans le cadre d'une psychothérapie. Voilà. Comment l'analyse bioénergétique peut aider à ce type de situation. Et puis, pour terminer, ce matin, nous donnerons la parole à Roberta Messina, qui est psychologue clinicienne, docteur en psychologie, bioénergéticienne, et qui nous parlera d'une étude de cas rencontrée dans son travail auprès de SOS Enfants à l'hôpital Saint-Pierre, ici à Bruxelles. Cet après-midi, nous aurons des ateliers. Donc je vous invite aux pauses, peut-être que vous l'avez déjà fait en arrivant, à vous inscrire aux ateliers que vous préféreriez. Je ne vais pas présenter les ateliers, ils sont présentés dans le programme. Ou alors, sinon ça fait trop long, on est d'accord. Bon. En revanche, après les ateliers à 5 heures, nous aurons un petit peu de théâtre. Donc, c'est un spectacle, ce sont des extraits d'un spectacle de théâtre-action qui s'appelle Ne me libère pas, je m'en charge, qui a été fait par des personnes qui ont subi des abus. Voilà, donc ça nous mettra dans le vif du sujet également. Et puis ensuite, nous irons à la porteuse d'eau pour la soirée festive. On peut y aller à pied d'ici, donc voilà, c'est assez facile. Et puis demain, nous aurons tout un pan sur la justice restaurative, avec la projection du film de Salomé von Wiloun, et puis qui sera suivi d'un débat avec la réalisatrice. Voilà. Je pense que c'est assez clair pour tout le monde. Et comme ça, je vais donner la parole à Violaine. Je vous remercie. Avant de donner définitivement le micro à Violaine, je voulais juste remercier toutes les personnes qui ont aidé, membres du CA ou pas membres du CA, et remercier Luc qui filme aujourd'hui pour nous. Voilà. Et je ne sais pas ce que veut me dire Claudia. Éteignez vos GSM. Voilà. Peut-être quelques mots sur Lucienne Spengler qui n'a pas su venir ici pour cause de santé. Elle est incapable de se déplacer.
un problème aux jambes et donc elle a bien voulu participer à notre colloque et elle est avec nous en pensée. Elle est française, elle vit dans le sud de la France, elle est formatrice locale en analyse bioénergétique et c'est une des anciennes et des origines, hein, Lucienne Spindler, donc elle a eu des générations, elle a une énorme expérience en analyse bioénergétique. Voilà, juste pour ajouter quelques mots. Alors. Le sujet que je vais vous présenter mériterait des journées entières, donc j'ai pris un parti pris, qui est de cibler la question de réparation de traumatisme du point de vue de l'entrée des impacts dans le corps. Et bien sûr, ça part d'un point de vue qui sous-tend tout le paradigme psychocorporel qui est que corps et esprit ne sont pas séparés et que, puisque les émotions sont au centre de notre vie humaine, les émotions sont à la fois des phénomènes corporels, psychiques et aussi relationnels. Et que donc, quand on parle du corps, on parle de l'intégrité psychocorporelle. Mais pour faire plus court, je vais parler de corps. C'est l'aspect qui est le plus méconnu, je pense, dans le monde de la psychothérapie et dans le monde du traitement des traumas, qui est quand même en train d'évoluer beaucoup, puisqu'il a compris que, grâce à Bessel van der Kolk, les séquelles des traumatismes sont dans le corps, sont des phénomènes très physiologiques, neurophysio, biologiques. Et il y a donc des pratiques nouvelles qui viennent du domaine du traumatisme. Mais je pense pas seulement, j'ai l'expérience qu'il y a quelque chose qui est peut-être le plus difficile à faire dans les traumatismes, que pour des raisons de la pratique et de la compréhension de l'analyse bioénergétique comme une des thérapies psychocorporelles originaires, donc elle date déjà de 1956, plus de 60 ans quand même. Et avec ce qui a précédé, on a compris quelque chose du psychocorporel et du corps et de l'importance du corps pour tout ce qui est réparation, pas seulement des traumatismes, mais aussi les réparations de blessures qui n'ont pas cet aspect traumatique depuis très longtemps. Et donc je pense que c'est cette connaissance et cette pratique que nous avons a tout à fait sa place dans le monde aussi de la traumatologie et des traitements de traumatisme. Mais il faut faire entendre notre voix. Alors. Je vous ai déjà dit, le paradigme psychocorporel est basé sur le concept d'identité fonctionnelle du corps et de l'esprit. En fait, je viens de vous le dire, et je vais juste en repartir de l'origine des psychothérapies psychocorporelles en Europe, parce que c'est là que réside la spécificité de notre travail aujourd'hui. Et les nouvelles formes d'approche psychocorporelle qui sont en train de pleuvoir vraiment, comme on voit tomber du ciel, comme disait quelqu'un. Tout le monde se demande un petit peu d'où ça vient. C'est vrai qu'en termes du côté de la traumatologie, il y a des explications, on voit d'où ça vient, mais pas pour le fond en fait et l'origine de cette approche psychocorporelle qui a en fait quasi 100 ans aujourd'hui et qui a été très connue dans les années 70 et puis qui est passée par un passage de Londres. Et donc entre 1924 et 1933, dans le cadre de la psychanalyse, on découvrait quelque chose de fondamental qui est que les conflits infantiles
ne produisent pas que des névroses, elles produisent aussi des effets corporels. Et la première découverte, vraiment, qui a été le starter, dont on peut mesurer seulement aujourd'hui à quel point il a été fondamental, c'est un psychanalyste qui s'est rendu compte des attitudes corporelles des analysés, au lieu d'être captés par ce que disent les gens en psychanalyse. Et à partir de là, à partir de cette constatation, de cette vision, de cette observation, s'est déclenché tout un développement des concepts d'une approche thérapeutique psychocorporelle. Alors, quels sont ces effets corporels? Donc, j'ai dit les attitudes non-verbales chroniques. Et ces attitudes non-verbales chroniques, comment on comprenait à l'époque que ça se produit? Par de la crispation musculaire, très corporelle. C'est des muscles qui, au lieu de se tendre quand il faut, se détendre quand il faut, se crispent chroniquement. C'est ce qu'on a appelé la cuirasse. Je vais utiliser ce terme pour faire court. En bioénergie, on a un terme un peu compliqué, cuirasse caractérisée, structure caractérisée. Je vais dire cuirasse parce que c'est le concept général, en fait, qui soit vu d'une façon ou d'une autre. Et ces cuirasses, ces crispations musculaires, elles ont toujours un effet d'inhiber la respiration. Et alors, mon titre s'est renoué avec le corps et le cœur, oui. Et je vais nommer un peu toutes les pertes que ces protections que nous mettons en place nous font perdre des éléments de l'intégration psychocorporelle, donc du corps. Qu'est-ce qui se perd quand on est plus aligné comme on devrait l'être? Eh bien, on perd la sensation et on perd vraiment l'axe intérieur, une sensation d'axe. Et alors, les crispations musculaires chroniques, qu'est-ce qu'elles font? Elles bloquent les émotions. C'est un réflexe de protection pour les ressentis insoutenables ou trop que pour ce qu'on peut supporter. C'est un réflexe de stopper les sensations, stopper les émotions. Or, les émotions, et c'est là que c'est évidemment la grande affaire, sont le moyen naturel, involontaire de notre organisme pour s'autoréguler, on va déjà dire ça, pour ramener le corps à un niveau d'activation optimum, ce qu'on appelle l'homéostasie. Mais il fait plus que ça. C'est un phénomène d'auto-guérison. C'est de la guérison, c'est cicatriser les blessures. Et donc ce phénomène est bloqué par les crispations chroniques. Il s'accompagne, et c'est là le but évidemment, d'une insensibilité du corps. Quand on souffre terriblement, qu'on ne peut pas supporter la souffrance, qu'on n'a pas de recours, qu'on ne peut pas s'enfuir, la seule issue c'est de ne plus sentir. Et pour la cuirasse fait cet effet d'arrêter les sensations, de réduire les sensations. Donc il y a la perte de contact avec le corps dans les sensations corporelles. C'est en 1933, accéléré un peu, que naît la première psychothérapie corporelle, et un des essentiels pour les thérapies psychocorporelles, c'est que l'émotion est considérée comme étant au centre des souffrances humaines et devrait être au centre de la thérapie. L'émotion et l'autorégulation, je l'ai déjà dit, et ce shift par rapport à la psychanalyse a aussi mis les contacts, la relation entre thérapeute et patient plus au centre de la thérapie. Je vais expliquer pourquoi plus tard. Alors, en 1956, on va faire vite, Alexander Lowen, le fondateur d'analyse bioénergétique. Alors, pour faire très court, la bioénergie a 3 dimensions thérapeutiques. Ça, c'était pour que vous n'ayez pas l'impression qu'en bioénergie, on fait que des exercices corporels. 3 dimensions, corps, relation, transfert. Donc, les émotions sont des événements corporels
des éléments relationnels et des éléments aussi de représentation. L'émotion est vraiment à la charnière entre le somatique et le psychique. C'est vraiment là que les deux s'articulent. Et donc, le transfert est aussi fait partie de la bioénergie. Alors, en bioénergie, on a découvert d'autres pertes et d'autres modes de protection. Toujours une cuirasse, mais une cuirasse qui n'est pas comme ça, comme la même cuirasse pour toutes les mêmes expériences. Ici, c'est une cuirasse liée à des blessures fondamentales. C'est repris par énormément de psychothérapie psychocorporelle. Ça vient de Reich et de à la base. Les blessures, pour s'en protéger, il y a tout un ensemble de verrouillage, de crispation chronique, toujours. Alors, les blessures fondamentales, le rejet, l'abandon, l'abus, la répression et la trahison. Toutes ces blessures de base ont tellement imprégné l'être humain au moment où il les a vécues, à une certaine étape de développement, qu'il s'est construit en fait sur ces blessures, on va dire, avec la protection en devant durablement éviter de revivre et le rejet et l'abandon et l'abus. C'est tous des phénomènes de survie en fait à ce qu'on appelle en bioénergie des interférences. On ne parle pas de traumatisme en bioénergie classique, ni Reich ni Lowen ne le font, et peu d'auteurs de l'époque d'ailleurs, c'est pas un terme qui est entré comme aujourd'hui. Alors qu'est-ce qu'on perd dans l'intégration psychocorporelle? Pourquoi est-ce que c'est là? C'est moi qui l'ai dit, pardon. Voilà. Qu'est-ce qu'on perd? Quelque chose qui est un concept fondamental et énorme de l'analyse bioénergétique, la notion d'enracinement qui se perd. Alors l'enracinement, je vous montre le petit exercice dit d'enracinement classique de la bioénergie, c'est le fait de sortir ses jambes qui donnent de la sécurité et avoir une prise de terre. Donc c'est à la fois être en contact avec la partie inférieure du corps, du plancher pelvien jusqu'au pied, et une prise de terre. Alors, l'enracinement, pour faire court, ne tient pas à une question de force dans les jambes, mais à l'intensité des sensations dans ses jambes. J'ai retrouvé la citation de Lowen. Une personne bien enracinée se sent en sécurité sur ses jambes et sait que le sol est là. Il est en lien énergétique avec le sol. Le sentiment de sécurité est déterminé par la qualité de l'enracinement. Celui-ci n'a rien à voir avec la force des jambes, mais l'intensité des sensations de celles-ci. Ça va un peu plus vite. L'autre chose qu'on perd, mais c'est, pour dire ça comme ça, on perd accès et connexion avec le ventre et le fond du ventre. On se retrouve avec un ventre verrouillé. Et donc en bioénergie, et comme dit Lowen, pas mal d'exercices sont faits pour déboutonner le ventre. Ces choses-là ont été un peu confirmées, l'importance du ventre dans les émotions par l'américain Michael Gerson, qui est sur le ventre de notre deuxième cerveau et qui a confirmé qu'effectivement il y a un centre émotionnel là et que dans le ventre nous produisons même 90% de la sérotonine et des choses pareilles. Donc il y a des choses très très importantes. Et pour résumer les choses, c'est la perte du corps vivant. Ce que nous perdons en devant nous protéger, c'est notre corps en tant qu'organisme vivant qui éprouve et ressent l'incarnation de notre essence. C'est une perte immense. Le sens de la vie est réduit et une des pertes qu'on retrouve constamment dans les écrits de Lowen, c'est la joie de vivre. Alors, j'en arrive à la question des traumatismes en analyse bioénergétique classique. Alors, chaque blessure, je vais parler des blessures, a une version traumatique. C'est-à-dire qu'elle peut être tellement forte, vous savez que pour l'abandon,
les enfants abandonnés en hôpital, le fameux hospitalisme, ça c'est du traumatisme d'abandon, on en se retrouve avec du danger vital, presque engagé, on peut mourir, d'être abandonné. Chaque blessure a la version traumatique, c'était déjà un peu dans mes pensées. Et alors, un bioénergéticien de la première génération, Bob Lewis, a mis en évidence ce qu'on appelle le choc céphalique, donc une condition autour de la nuque et du crâne, et du fait que si on a été mal soutenu, séquelle d'un rejet précoce, c'est la blessure de rejet, qui peut aussi être traumatique, le déficit de holding, les déficits parentaux précoces, mais qui produisent un effet de rejet, de sentiment de rejet. Donc le choc céphalique était présent. Et déjà, on me disait, c'est le choc céphalique, on le retrouve aussi chez des personnes qui ont vécu des traumatismes à l'âge adulte, qui n'ont pas ce problème de rejet précoce, parce qu'en fait, je crois qu'on revit dans les traumatismes une vulnérabilité aussi grande que celle d'un tout petit qui arrive au monde, qui ne sait pas tenir sa tête, qui est à côté du danger de mort en permanence. Et alors, Lorraine avait aussi mis en évidence l'état de stupeur. Il nomme beaucoup de choses sur l'état de stupeur en lien avec la blessure d'abus. L'abus, être abusé par justement une personne en qui on met sa confiance et qui devrait nous protéger, et le fait de se faire maltraiter et abuser dépasse tellement l'entendement, c'est tellement un contresens qu'il avait remarqué cet état de stupeur particulier, en lien comme si il y a quelque chose qui ne passe pas au niveau de comprendre ce qui se passe, c'est tellement un contresens que... Ok. Alors, pour la réparation, voilà, j'ai pensé à une petite métaphore, parce que pour les traumatismes, il y a tellement de sortes de traumatismes que bon, j'ai essayé de résumer un peu avec une métaphore d'une planche dans laquelle la planche étant un organisme et les clous, les chocs et les traumatismes, il peut y avoir un gros clou, plein de petits clous qui s'accumulent, différentes formes. Hein. Il y a des clous sur lesquels on retape de façon répétée. Et puis il y a des clous où un ensemble de clous, un énorme clou qui vont produire des effets dans la planche. Et on va avoir des brisures, des éclats, puis peut-être des fentes, et puis peut-être une planche qui éclate, ou qui se brise et qui ne tient plus bien ensemble. Pour moi, ça distingue peut-être blessure et trauma. Et je dirais que les blessures telles qu'on les travaille en bioénergie de façon classique, ce serait plutôt des gros clous qui ont fait des fentes et qui ont vraiment fait des coupures dans la planche. Et on dit la coupure tête et corps, la coupure cœur et sexe, agressivité, tendresse, on voit des grandes coupures qui se produisent dans notre intégrité psychocorporelle. Et pour moi, le trauma, c'est quand les clous ou le clou menacent l'intégrité de la planche. Et voilà. Par rapport au traumatisme, il y a d'abord une chose, c'est qu'il faut s'apercevoir qu'il y a des clous, parce que certains clous sont là depuis tellement longtemps que personne n'en a aperçu, ni même la personne qui les a vécus. Et il y a une phase que j'appellerais qui serait retirer les clous. Mais retirer les clous est déjà important, hein, une étape. Je pense que je mettrai la reconnaissance un peu à ce niveau-là.
dans certains cas, retirer le clou qui tient peut-être encore la planche plus ou moins ensemble peut aussi produire. C'est pour ça que je pense que la question de reconnaître et d'accompagner quelqu'un dans reconnaître le traumatisme est très très particulier et spécifique. Je pense à une cliente, c'est juste, j'avais prévu de le faire plus tard, mais je vous le dis maintenant, qu'il y a donc une femme qui a survécu à une mère cruelle, un frère aussi violent avec elle, de l'inceste du frère du père, donc elle était entourée de... Elle a survécu en oubliant totalement, jusqu'à aujourd'hui. Pas d'image, pas de souvenir. On se souvienne, mais le corps a fait pendant des années, a montré un être qui se tortille, qui rêve de recevoir des coups, qu'on étrangle, des étranglements, se prenait la gorge elle-même, je devais l'arrêter un peu. Elle a énormément changé, elle a survécu grâce à des amphétamines de forte dose, une combinaison pendant 50 ans presque. Donc elle a été en hôpital pour se sevrer, et depuis les choses changent et elle commence à ressentir un peu plus. Et alors elle a fait un rêve, et le lien avec moi aussi est plus sensible. Elle avait des petits oiseaux perruches dans la cuisine, et puis elle entend des gens qui montent, et les voisins du bas qui se plaignent du bruit des perruches. Et puis il y a un grand silence. Elle rentre dans la cuisine, les perruches ont été poignardées, et il y a des gens poignardés au sol. Et elle me dit, j'ai l'impression que dans le rêve, je suis myope, je ne peux pas voir, sinon je vais devenir folle. Donc c'est quelqu'un pour qui les livres de témoignages, elle est en train de lire Triste Tigre, que je vous recommande de lire, donc je connais à peu près beaucoup de choses, parce que les témoignages qui se font dans ce genre de lecture lui permettent d'approcher un peu le ressenti, on va dire. Voilà, pour dire comment la reconnaissance peut être un problème difficile. Et puis quand on a retiré les clous, il y a des traces, hein, c'est pas parce que le clou est parti, la planche est abîmée, il y a des fentes, il y a des trous, des brisures. Je reviens sur la reconnaissance, mais je pense que je vais avancer. J'ai nommé dire, être entendu, bien sûr, les délits collectifs, les procédures judiciaires, on en parlera peut-être encore demain, sinon les psys mis en question, je mets ça dans la foulée. Donc le livre « Il ne savait pas » qui est sorti montre aussi comment, malheureusement, je vois ça avec effroi, certains psys de certaines époques ont dit des choses terribles autour de maintenir du déni, autour de l'inceste, des choses pareilles. Donc, et d'une manière générale, ce tome plaide pour qu'on prépare un peu mieux les psys à recevoir des personnes qui ont vécu des abus. Alors la reconnaissance, certainement, est fondamentale dans le processus de réparation, mais elle n'est pas suffisante. Et alors j'ai nommé le processus de cicatrisation, et je redis ce que je vous ai dit, je pense vraiment le trésor de la bioénergie, c'est le fait de connaître les émotions, de savoir soutenir, en fait, assister les émotions dans leur travail. C'est le corps du thérapeute. Pour moi, c'est devenu comme une évidence. C'est le corps qui sait traiter les douleurs au niveau où elles sont. Mais il a besoin d'assistance et il ne va pas le faire s'il n'a pas les conditions de sécurité. Il a besoin d'une sécurité particulièrement approfondie. C'est ce que je dis ici. Notre corps a les moyens de traiter toutes les blessures, même les plus terribles. Il sait comment faire. Nous ne savons pas. Nous savons en bioénergie, on voit comment ça se passe, on sait ce que c'est de passer par là.
mais il ne le fera qu'à la condition d'être en sécurité. Sécurité relationnelle, sécurité corporelle. Et donc, en cas d'éclatement, comment le corps, ou de menace d'éclatement, donc ces fameux cas de figure où la planche risque de se fendre, la planche on peut la coller, on peut remettre les clous, etc. Mais nous avons un mécanisme un petit peu équivalent, qui est en fait un mécanisme d'urgence. Donc c'est là que blessure et traumatisme se distinguent. En cas de traumatisme, le danger est extrême. Et donc, mort par accident ou par la situation, ou mort par crise cardiaque. On sait que les systèmes d'urgence de notre corps empêchent le cœur de flancher. La folie, la mort psychique, j'en ai parlé, et la honte, qui est la mort sociale. Les trois types de dangers extrêmes, et donc le mode de protection sera extrême. Il est commandé par la branche dorsale vagale de notre système nerveux autonome. Êtes-vous au courant de la théorie polyvagale? Plus ou moins maintenant. C'est pas mal rentré dans le monde de la psychothérapie, donc la théorie polyvagale qui vient nous dire que nous avons un système de secours, d'urgence, dans la partie la plus instinctive de notre organisme et qui nous protège en cas de danger comme celui-là. Et qu'est-ce qu'il fait? Le système nerveux autonome qui commande la sidération. Alors la sidération, ça c'est aussi la nouveauté que les bioénergéticiens que nous n'avions pas tellement. On connaissait l'état de choc figé, mais le mécanisme, on pensait que c'était très musculaire et que les muscles du corps et les fluides participaient à se paralyser plus ou moins. Donc, il y a de la paralysie, attention, la sidération aussi, ça peut aller jusqu'à la paralysie. Mais la sidération est un phénomène différent et qui est commandé pas par les muscles, mais par les fascias, qui est l'autre grande découverte actuelle, donc une découverte très 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 récente dans nos sciences médicales et psychothérapeutiques du coup. Et la sidération et la dissociation sont deux phénomènes intrinsèquement liés. Et la sidération, parce que nous ne sommes pas des planches, c'est une bonne nouvelle, mais bon, nous sommes faits de matière vivante. Et on a enfin une explication physiologique à ce phénomène de sidération et qu'on connaissait sous le terme de choc figé, que sont les fascias. Je dois dire que c'est un grand plaisir pour moi. C'est vrai que je travaille depuis 40 ans, de savoir tout ce qu'on découvre aujourd'hui, et ça nous aide vraiment à comprendre et comment aider. Et donc la sidération, c'est une réaction tout à fait autonome, je l'ai dit. Elle oppose une force au danger d'éclatement. C'est comme si dans le corps, il y a une force qui va aller contre la force d'éclatement. Donc c'est quelque chose qui est très énergétique. C'est ce qu'on appelle la freeze reaction. Alors, elle protège de l'agresseur en faisant le mort. C'est un système le plus ancien dans le règne animal, le système de survie que nous avons, cerveau dit reptilien. Et c'est une réaction de ce type-là. Faire le mort. Et donc, c'est autre chose que la cuirasse musculaire, et elle demande d'autres interventions corporelles et une autre façon de faire. Voilà, c'est le figement du tissu vivant dont nous sommes faits, qui vient complètement confirmer que la perte des sensations du corps et du corps vivant, elle s'explique mieux par les fascias. Alors je vais passer sur le fait de la raison pour laquelle on a ignoré les fascias, que les Chinois n'ont pas ignoré, puisqu'ils ont créé l'acupuncture, qui est prouvée maintenant d'être sur des lignes de fascia. Donc ils avaient compris cette matière vivante parce qu'ils n'observaient pas des cadavres, mais des gens vivants. Et donc leur médecine et la nôtre se sont développées de façon diamétralement opposée à ce sujet-là. Et donc ce qui était considéré chez nous comme une vulgaire peau sur les cadavres, évidemment, est la matière vivante. Et on pense aujourd'hui, c'est ce que je pense aussi, que c'est le substrat physiologique du soi.
cette instance psychique qu'on appelle le soi aujourd'hui, qui est psychocorporel, hein, qui prend ses racines, comme il dit, dans la vivance sensorimotrice, les battements du cœur, comme dit Winnicott. C'est eux qui produisent la sidération, les fascias et qui entraînent les muscles. Alors voilà quelques petites images pour les personnes qui ne seraient pas au courant des fascias. Voilà, c'est incroyable, c'est très tendre et fluide comme structure et en même temps une force incroyable. Ils organisent les mouvements, ils font plein de choses. Alors, si la planche menace d'éclater, si nous sommes dans une situation de survie où c'est une question vraiment de danger extrême, les émotions sont bloquées d'office et représentent un danger. Parce qu'en fait, les émotions sont aussi le fait des fascias. Ce qu'on comprend mieux aujourd'hui, hein, c'est que ce qui se passe dans les émotions, c'est pas que du musculaire, c'est aussi tous ces fascias qui font, quand on rit, qui font passer notre corps et qui produisent des décharges émotionnelles. Donc évidemment, quand un organisme a besoin d'être sidéré, on ne va pas essayer de le faire bouger en forçant l'émotionnel. Il y a un risque de retraumatisation qui est assez connu. Et effectivement, ce que je vous disais au début, alors la cicatrisation par les émotions en cas de trauma, comment est-ce qu'on fait? Effectivement, on commencera par ça. On commence d'abord par amener de la sécurité. Et, si possible, nécessairement au niveau des fascias. Alors, les émotions qui sont vécues au moment des traumatismes sont encapsulées. Elles ne disparaissent pas, en fait. C'est juste qu'on ne laisse pas le mouvement émotionnel se produire. Il y a un risque de décompensation, vraiment, ce qui protège de la folie. Et les émotions sont encapsulées vraiment, et je pense vraiment que les fascias ont un rôle important à jouer là-dedans. Alors il faut savoir aussi quand la sécurité arrive et que la sidération diminue pour une raison ou l'autre, il y a des émotions extrêmement intenses qui reviennent à la surface et qui peuvent faire rebasculer en trauma. Donc il y a des boucles, ce qui explique pourquoi les gens lourdement traumatisés souffrent d'addictions de toutes sortes pour essayer de rester vivants mais sans se retraumatiser. Alors, retrouver la sécurité corporelle, nous ne sommes pas les seuls là maintenant dans les approches psychocorporelles, il y en a beaucoup. Donc il y a moyen de défaire les effets des séquelles, c'est-à-dire la perte des sensations. Alors la mindfulness, il y a plein de pratiques corporelles qui essayent de nous ramener en contact avec les sensations corporelles. Si on retrouve des sensations corporelles alors qu'on est qu'il y a un signal de danger, pas trop fort, mais quand même présent, le fait de ressentir son corps va diminuer en fait le signal de danger. Parce que retrouver des sensations corporelles, eh bien, c'est un signal au cerveau reptilien qu'il y a un peu moins de danger et que donc il peut cesser le réflexe de protection. Les perceptions en conscience, la respiration ventrale aussi, respirer plus dans le ventre. Il y a des tas de techniques pour les personnes qui ont des crises de panique et qui doivent gérer ce qu'on appelle donc un système nerveux extrêmement dysrégulé. L'enracinement, la biologie, on est vraiment, parce que la prise de terre, qu'est-ce que c'est? La prise de terre, c'est vraiment comme dans l'électricité, c'est-à-dire quand il y a des grosses charges, on conduit l'excédent dans le sol et ça diminue le danger d'éclatement. Donc, effectivement, on a déjà tout ça depuis longtemps. La réduction du choc céphalique, nous connaissons, et nous avons des entrées pour ça. Ça aussi, peut faire le même effet. Et la méthode Bersoli, qui est relativement récente, ça c'est une méthode, d'après moi, de choix parmi toutes ces méthodes-là, parce qu'elle va directement au nœud du problème, c'est-à-dire que Bersoli a découvert quoi? Il a découvert que notre cerveau reptilien déclenche la sidération, mais c'est aussi notre cerveau reptilien qui décidère et qui produit des réflexes de restauration post-traumatique. Ces réflexes restauratifs, on va dire, complètement involontaires,
sont souvent des tremblements, très souvent. Hein. La plupart d'entre vous ont déjà vécu des moments où on a très peur, puis au moment où on a peur, on est juste en choc, et puis après, tout va mieux, pouf, on s'effondre, on tremble, ou on tremble. Ouais. Donc il a découvert que nous avons, en tant que mammifères, et comme les mammifères, ce processus de régulation tout à fait autonome. Donc ça, c'est aussi cadeau pour les bioénergéticiens et pour toutes les personnes qui travaillent avec les traumatismes. Et donc, pratiquer TRE permet de progressivement donner des signaux au système nerveux autonome qui est en mode rouge, dorsal, danger, de descendre un peu, et c'est comme l'alarme incendie qui dysfonctionne, on commence à l'aider à pas sonner tout le temps, sonner moins fort, le système nerveux qui regagne de la sécurité. En fait, les tremblements, quand ils se produisent, c'est un phénomène de sécurité qui sécurise encore plus. Donc c'est le cercle vertueux par rapport au signal danger. Donc il inverse la réaction de sidération. Donc ça s'appelle des tremblements neurogéniques, mais ce n'est pas toujours des tremblements. Et quelqu'un ne fait que se retourner, se retourne. Mais bon, c'est quelqu'un qui a été, et ça vient en surface maintenant, elle a été vraiment étranglée, et ça remonte. Donc là, il faut être là évidemment pour titrer, parce que quand la sidération diminue, les émotions viennent avec une grande intensité, donc il faut aider la personne. Il y a des outils pour, quand il y a une mémoire traumatique qui remonte, freiner le cerveau reptilien qui est en train de crier l'alarme. Donc, freiner l'alarme, freiner le mécanisme. Mais bon, c'est un apprentissage, il faut être accompagné. Et en plus il y a quand même des muscles qui interviennent dans la réaction traumatique, c'est toute la chaîne liée au psoas, donc nos muscles psoas au fond du ventre qui se serrent et commandent les réactions de protection, d'empoulement, attaque fuite, qui maintiennent aussi chroniquement quand il y a le relâchement. Alors, sécurité relationnelle. Donc moi ici je ne peux que témoigner mon expérience de comment une catharsis peut être thérapeutique, donc les émotions, pour assister l'organisme dans le processus de cicatrisation, le lien thérapeutique, et alors des capacités thérapeutiques qui se développent. C'est pas donné comme ça s'est développé chez moi, je suis convaincue que ça peut se développer chez toute personne qui a une pratique et qui travaille sur elle-même, évidemment aussi à tous ces niveaux, mais qui peut développer quelque chose de très spécifique. Une disponibilité émotionnelle pour les vécus traumatiques, ça ne s'invente pas, ça se fait progressivement. C'est vrai que quand l'émotion est là, comme disaient une de mes patientes, j'avais un bunker de douleur, et tu es rentré dans le bunker avec moi. Et la douleur a pu sortir, me dit-elle. J'ai noté ici. Alors, ça c'est une disponibilité. L'autre disponibilité, elle est énergétique, c'est-à-dire que vous entendez dans les traumas, il y a des charges très très intenses, les dangers sont extrêmes, et donc il faut donner des supports énergétiques, bon, l'ancrage, certainement l'enracinement à travers notre propre corps, parfois. Et pour ça, il faut avoir aussi de la sécurité dans la proximité physique thérapeutique. Ça arrive régulièrement, le dos à dos il est connu, mais on s'engage beaucoup plus dans le corps. On a besoin parfois d'être deux organismes pour contenir l'émotion qui est trop intense pour un seul. Et puis il y a des choses qui se développent au moment même, avec une des personnes parmi les plus traumatisées, s'est produit qu'elle m'a prise la main avec les doigts comme ceci, et elle avait une force extrêmement particulière qui me faisait pas mal du tout, mais une force, comme on voit dans les films, on a l'impression qu'il y a une force de l'au-delà qui venait de son corps et qui a allumé la même force chez moi. Et alors ça
ça fait comme une espèce d'ancrage énergétique. Et dès que ça se produit, ouf, son système descend. Son système descend. Et système nerveux autonome, moins en situation de danger. Et parfois, à ce moment-là, l'émotion arrive. Même bien toute seule, hein, moi je fais rien. Et si ça repart un peu trop, elle s'arrête, on revient à la main, le dos à dos, parfois les yeux, très très fort. Ça, c'est ma fille à son accouchement. Elle était en train d'exploser, il a fallu aller en urgence à l'hôpital. Elle a l'impression qu'elle allait tout casser, les infirmières qui arrivent contre elle, Madame, calmez-vous. Et je dis, elles vont la rendre folle, hein. Si elle l'a calmée, elle dit, hop, retirez-vous. Et alors, elle devait avoir une péridurale et donc ne plus bouger pendant, je ne sais pas, 20 ou 30 secondes, un truc comme ça. Alors voilà, c'est des moments comme ça, c'est le même genre de choses dans les traumatismes. Je lui dis, bon, regarde-moi dans les yeux, juste les yeux. Quelque chose se passe. Voilà, mon petit-fils a 12 ans, il est en bonne santé, tout va bien. Mais voilà le genre d'énergie, on va dire, c'est un peu particulier. Donc il faut être accompagné en tant que professionnel là-dedans. Donc il faut être en sécurité dans l'engagement de son corps. Je ne ressors pas avec les trucs comme dans un sac à dos. Et on met un contenant additionnel, une prise de terre accrue et une structure énergétique d'appoint. Parce qu'au moment où quelqu'un recroise l'éclatement, sa structure énergétique est justement très très défaillante. Et c'est comme si le dos à dos fait beaucoup ça. Comme si ma structure énergétique vient comme temporairement empêcher que l'éclatement se fasse, et puis du coup l'émotionnel. Voilà, quelques images que j'ai de. Alors ça c'est quelque chose qui est venu chez une personne dans le moment où je viens pour tenir la tête, pour le choc céphalique, je cherche un peu comment je vais aider cet organisme à se sécuriser, et chez elle c'était un contact sur le. Il faut être bien dans son corps parce que ça a duré au moins un quart d'heure, 20 minutes. Hein. C'est pas juste quelques secondes. Force comme ça. Et puis alors j'ai l'impression que mon corps se met à prendre la même force dont je parlais, là, qui se mobilise. Et après ça, elle m'a dit, oh, j'ai l'impression de sentir mes pieds. Donc l'enracinement par le front. Nouvelle technique. Voilà. Est-ce que j'en suis dans mon panier? Ok. J'avais quelques exemples, mais je vais charger dit l'essentiel. Ce serait bien que ce soit. Alors, la lettre d'un fils à sa mère. Le fils est adulte depuis longtemps, il a plus ou moins 50 ans. Il est à l'hôpital depuis quelques semaines suite à un accident. Une de ses jambes a été amputée en dessous du genou. Et il a un moment où il va écrire d'une traite ce qui suit et il va l'envoyer à sa mère. Juste pour votre information, il dit que son père, il n'en a pas et qu'il est mort, ce sont des métaphores. Son père était vivant mais absent et non protecteur. Je t'ai écrit cette lettre, peut-être maladroite ou à un mauvais moment, mais j'ai ressenti ce matin un grand chagrin. Et je me suis rendu compte que quand je parlais de moi dans le passé, que je disais quand j'étais petit garçon, cette phrase ne me correspondait pas, qu'en fait je n'ai jamais été petit garçon, et que face à toi, ma mère, j'avais perdu d'avance. Que jamais je ne pourrais remplir de mes cris tes oreilles au point où tu remplissais les miennes. Que mes mains étaient trop petites pour me protéger des tiennes qui me frappaient sans que je comprenne réellement pourquoi. J'étais certes le méchant, le mauvais, ça je l'avais bien compris. Alors aujourd'hui, je souffre encore. Encore, je ne peux pas me guérir de mes blessures sans que d'autres viennent me faire du mal. Et si derrière les coups de ma mère, j'ai élargi mon dos pour mieux encaisser toutes ces phrases que je ne comprenais pas, je reste derrière ses épaules larges
Un enfant qui n'est pas fort du tout. Et qui, même si mes yeux ont appris à rester secs, dedans, il y a un grand lac salé de tout ce que j'ai pleuré. J'y ai appris à nager tout seul, car je n'avais même pas de père pour me protéger de telle furie et pour m'apprendre à marcher droit. Mon père est mort avant de naître. Toi, je sais que tu as beaucoup réfléchi dans ta vie, que tu as beaucoup évolué, mais voilà. Aujourd'hui, ma douleur physique, ou plutôt, c'est comme si mon pied coupé, faisant un trou dans mon corps, laisse s'échapper tout ce mal et cette peine qui est en moi. Si par ce trou pouvait enfin se vider ce lac de pleurs, pour qu'enfin je puisse poser mes pieds sur le sol dur, et qu'enfin je puisse marcher droit sur mes pieds, même si un de ceux-ci est en plastique. Avec une grâce infinie, les mots de cette lettre, comme beaucoup de témoignages de ce type, nous invitent au cœur des séquelles invisibles et souvent intouchables des traumatismes. Les ressentis douloureux et la peine quand elles défient les capacités de tolérance humaine. Ils nous font sentir, sans nous repousser, à quoi ça ressemble de subir la violence. Et ils nous touchent. Toucher et être touché, c'est tisser le lien indispensable à la réparation. En lien, partager sa peine est une part de réparation. Ainsi en est-il aussi de sortir des silences, de dire à la personne même, mais pas seulement dire, être entendu, reconnu dans sa souffrance. Ce récit exprime si bien que le vécu et les ressentis sont des expériences corporelles, qu'une souffrance physique est profondément reliée aux souffrances émotionnelles, qu'elle se trouve, celle-ci, enfermée dedans, dans le corps, le lac dans le fond du ventre, et empêche de sentir le sol et d'être dans ses jambes. Comment le corps se mobilise pour nous aider à endurer, les larges épaules, les yeux secs, et comment il a besoin d'être aidé pour déployer sa capacité de traiter, réparer et cicatriser les blessures et vider le lac de pleurs. Pardon. Je ne sais pas si vous voulez faire des commentaires ou poser des questions. On a combien de temps pour 10 minutes? Oui. Tu parles dans la question du holding. Oui. Non suffisamment bien porté, mal porté. Tu parles de la blessure du rejet. Est-ce que c'est la blessure de l'abandon? Oui, blessure de l'abandon. Ah, dans celui-là. Non, c'est dit. Enfin, ça peut se mêler, évidemment. Non, c'est parce que le manque de portage, ça vient de quelqu'un qui s'est déshumanisé et qui ne sent plus les besoins du tout petit. L'abandon, ça peut être quelqu'un qui sent les besoins du tout petit, mais qui n'a pas la force, ou, tu vois, qui... Alors, on peut cumuler, malheureusement, mais oui, c'est différent, sensiblement différent. Tout ce qui... Ça vient de la non-empathie, et donc la non-empathie, c'est lié à l'indifférence. Et l'indifférence, pour un tout petit, c'est une violence extrême. Et c'est du rejet, parce qu'il s'attend à être accueilli avec tendresse. Tu vois? Donc, voilà. Tu parles de l'arrivée des thérapies psychocorporelles, SRH, 1924. Oui, c'est vrai, mais... Non, c'est lui, mais je me suis engagée avec une personne qui a subi des horreurs
au nom de Wilhelm Reich. Donc je lui ai dit, je ne le mettrai pas dans mon texte. Pour pas, voilà, par respect pour sa sensibilité, même si du coup j'ai lu Reich sur la révolution sexuelle, on dirait est-ce qu'il faisait des horreurs pareilles, mais est-ce qu'il soutenait. Et au contraire, il dit quelque chose de tout à fait intéressant. Il dit, pour les personnes qui ont une structure psychique anti-vie et sexualité, si on libère et si on n'admet plus des normes strictes et très encadrées, ça va donner ce qu'il appelle des actes sexuels asociaux. C'est son terme. Mais moi je crois qu'on voit ça. On voit ça qu'effectivement les effets de libération de cet homme qui, au nom de Reich, faisait des horreurs, c'était un ancien prêtre, par exemple. C'est un cas de figure. C'est un peu connexe. Mais donc, c'est la raison pour laquelle je ne l'ai pas nommé ici, mais c'est lui. Mais il n'y a que lui qui a... À son époque, il y avait des pratiques psychocorporelles, Dalcroze et d'autres, le Tony, mais qui ne venaient pas du champ de la psychothérapie. C'était une question quand tu faisais justement l'antistérisme et que tu as dit que c'était la grande nouveauté que les émotions étaient au centre, la charge humaine. Moi, je me laisse comprendre quel est le saut qui est fait et qu'est-ce qu'il y avait avant, justement. C'était les névroses et qu'est-ce qui s'est... Alors, avant, c'était la psychanalyse. Et lui, il était psychanalyste au départ. Et donc, l'affect en psychanalyse, c'est un à côté, si tu veux. On a une vision de l'être humain comme animé par du pulsionnel. Et quand on a compris que c'est l'attachement qui est premier, les psychanalystes ont un peu tiqué, d'ailleurs ils étaient contre, ils disaient que l'attachement était secondaire. On a d'abord du pulsionnel envers sa mère, et puis l'attachement est secondaire. Donc, si tu veux, or, les émotions sont fort liées à l'attachement. Donc, mais, quand même, Freud, il avait compris certaines choses, même si d'autres pas du tout, mais il disait que pour qu'une prise de conscience, une compréhension d'un rêve fasse quelque chose, il fallait qu'il y ait de l'affect chez la personne. Si on lui disait, votre rêve veut dire ceci, cela, et que la personne le regardait en disant, elle ne voit pas ce dont tu parles, ça fait rien. Il faut que le corps réagisse et qu'il y ait de l'affect. Ça oui, ça il savait. Et pour lui, effectivement, c'était dans le corps, mais le corps était un peu un continent inexploré, inconnu. Mais au début, il était intéressé par la trouvaille ou l'observation de Reich sur les attitudes corporelles qu'il avait nommé le caractère. Oui. Ça l'intéressait quand même, et puis après, une fois que Reich a changé la thérapie, qu'elle n'était plus que verbale, ils n'ont pas suivi. Hein? Elle n'était plus que corporelle. Quand Reich a ajouté du corporel, voilà. Et donc, là, il est sorti de la psychanalyse où il fallait rester verbal. J'ai mal dit. Voilà. Pour être clair. Voilà. En 1933, c'est là qu'il a été expulsé. À l'élection d'Hitler. Oui. Ok. Merci.